Allez, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation des concours AST pour intégrer TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui sur le campus de TBS Éducation avec Louis. Salut Louis, donc tu es étudiant en M1 à TBS Éducation. C'est ça. Et nous avons également pour répondre à nos questions Madame Rivière qui est la directrice du PGE à TBS. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de vos locaux. Avec plaisir. Durant cette petite de demi-heure. Toulouse. Exactement. Très beau campus. Durant cette vidéo, on va parler du concours AST. La slide sur le sommaire va s'afficher. Dans un premier temps, on va parler du calendrier des frais d'inscription, aussi bien pour les AST 1 que les AST 2. Donc AST 1, ceux qui intègrent à Bac+2. AST 2, ceux qui intègrent à partir de Bac+3. Ensuite, les statistiques, le nombre de candidats, le nombre d'admissibles, le nombre de places, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission ou les épreuves orales, les 5 raisons selon nous de candidater à TBS Éducation et on terminera par l'onglet Contact si jamais vous avez des questions sur ces concours. Commençons dès à présent par la première partie, calendrier et frais d'inscription, jingle. Alors Madame Rivière, on va commencer étape par étape. On va commencer par les AST 1, c'est-à-dire ceux qui sont en Bac+2 et qui veulent rejoindre TBS Éducation en L3. Pour ces candidats-là, il y a une certaine procédure avec des dates à respecter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le calendrier de concours pour les AST 1 ? Alors le calendrier, j'allais dire la première date, c'est-à-dire celle de l'ouverture des inscriptions, elle est déjà disponible, elle est déjà passée, hein, donc elle va s'étaler jusqu'à début avril. Je veux dire mon conseil, je pense que ça sera le vôtre aussi, c'est s'inscrire le plus vite possible, ouvrir le plus vite possible effectivement son inscription, quitte le cas échéant à le compléter un petit peu plus tard au fur et à mesure s'il manque un des éléments de l'admissibilité. Très clair. Donc ça, vous avez tout à fait raison. On peut faire sa candidature au fil de l'eau. Ouais. Donc ça, c'est important que vous alliez dans un premier temps visualiser. Ce sera valable aussi pour les AST2 le plus tôt possible pour savoir quels éléments on va vous demander, même si là, on va le détailler. Et peut-être que c'est l'occasion de voir qu'il manque un bulletin de notes, qu'il manque un relevé, qu'il manque quelque chose parce qu'on a changé d'ordinateur, parce que, etc. Et donc, du coup, c'est l'occasion de ne pas s'y prendre et d'éviter les questions. Est-ce que ça clôture le 11 avril à midi pile ou à 11h59 ou à 11h58 ? Donc, ne vous y prenez surtout pas au dernier moment. Vous allez vous offrir de la visibilité. Donc grosso modo jusqu'au 11 avril, je peux déposer mes candidatures, sachant que je suis éligible à passer le tâche 2, qui est un des tests qui va être demandé jusqu'au 25. Donc j'ai un petit délai après. Et il y a des sessions qui sont organisées par TBS d'ailleurs sur le tâche 2 en mars et en avril, donc vous avez tout qui est indiqué sur la slide. Et pareil, les tests d'anglais, vous pouvez les déposer jusqu'au 25 avril. Donc, grosso modo, vous devez finaliser votre candidature administrative le 11 avril et vous avez à peu près 2 semaines supplémentaires pour uploader les tests. Tout à fait. Juste point de différenciation, concernant le test d'anglais, c'est vraiment un dépôt de score que vous devez faire. Donc que ce soit le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS ou Cambridge, vous devez absolument déposer votre attestation de score sur votre espace candidat. Par contre, le tâche 2, c'est une date de passage. Donc, vous n'êtes pas obligé de déposer votre attestation de score. TBS peut récupérer votre score auprès de la FNEJ. Très clair pour cette partie, on va dire écrite, admissibilité. On va passer à la slide suivante. Qui va nous détailler la suite. C'est-à-dire que si mes dossiers au sens large, donc mon tâche 2, mon dossier et mon test d'anglais ont été concluants, on va redétailler tout ça après. Je suis déclaré admissible début mai. Ça veut dire que je suis éligible à venir passer l'oral. Je prends mon rendez-vous. Grosso modo, je vais avoir des créneaux qui vont être ouverts et je prends le créneau qui m'intéresse le plus dans le cadre d'un éventuel Tour de France que je prépare pour passer mes oraux. Venez passer vos oraux, on en reparlera. Et ensuite, j'ai le passage des oraux en question qu'on redétaillera tout à l'heure, fin mai, mi-juin. Tout à fait. Donc selon le créneau que j'aurai choisi, il n'y a pas de meilleure date, donc prenez ce qui vous arrange le plus. Il n'y a pas de passer le tôt, passer le tard, là pour le coup ça ne change rien. Et enfin, les résultats d'admission mi-juin, donc voilà pour le calendrier des AST 1. Mais pareil, dès que vous êtes admissible, réservez directement vos oraux à TBS Éducation, tout simplement parce que les créneaux ne sont pas illimités, les créneaux ne sont pas infinis, vous allez être des centaines et des centaines et des centaines à vouloir probablement y aller à tel jour ou tel jour. Donc dès que vous êtes admissible, vous vous connectez sur la plateforme de réservation des oraux, vous bookez votre créneau et ensuite billet de train et hôtel si jamais vous n'avez pas d'amis sur Toulouse.
C'est vrai qu'on a constaté l'année dernière que les fins de semaine, par exemple, étaient très bookées, effectivement le vendredi, le samedi, avec les possibilités de pouvoir profiter de Toulouse le week-end. Voilà, il y a des créneaux de dates qui sont plus ou moins demandés. Et d'ailleurs, présentez-vous évidemment soit un jour avant, soit prévoyez de rester un jour après. Oui. Ne prenez pas votre train qui arrive à 8h et qui repart à 15h. Le but, c'est vraiment aussi de s'imprégner de l'atmosphère de la ville, du campus. On aura l'occasion peut-être avec Louis à la fin d'évoquer les admissibilités, les admissions, et vous avez une équipe d'admisseurs qui va s'occuper de vous, qui va vous mettre un peu l'ambiance sur le campus. Donc vraiment, venez vous imprégner de la vie à la fois du campus et à la fois de Toulouse. Ça, c'est pour les AST 1. On va passer aux AST 2, c'est-à-dire ceux qui rejoignent TBS Éducation au niveau Master 1, c'est-à-dire qui sont titulaires soit d'une licence 3, soit plus, et qui bifurquent pour le Master 1. Grosso modo, on a le même type d'échéance jusqu'au 25 avril, cette fois-ci, un peu plus tard pour m'inscrire, avec la date limite de passage du Taj-Maj avant le 25 avril, donc cette fois-ci, il n'y a pas de délai supplémentaire. Toujours des sessions organisées par TBS, mais cette fois-ci pour le Taj-Maj, qui est le test demandé pour les AST2. L'après-midi à chaque fois. L'après-midi à chaque fois. Arnaud tient beaucoup à préciser que c'est l'après-midi parce qu'il a raison, il faut être en forme pour passer son test. Et la date de limite, pareil, du test d'anglais, le 25 avril, donc comme tout à l'heure. Donc le même principe, si mon dossier est jugé satisfaisant, slide suivante, je viens passer mes oraux exactement sur le même format, donc la slide va s'afficher exactement sur le même format. Début mai, mes résultats d'admissibilité, vous êtes déclaré admissible, venez passer votre oral. Début mai, je book mon rendez-vous. Fin mai, mi-juin, je passe mes oraux. Et mi-juin, je suis déclaré, ou pas, mais on espère que vous serez déclaré, admis à TBS. Et ensuite, il s'agira de vous inscrire. Et n'attendez surtout pas d'avoir votre meilleur score de Taj 2 ou de Taj-Maj ou de test d'anglais pour vraiment conclure votre inscription. Ouvrez déjà un compte sur votre espace candidat, prénom, nom, mail, validation du compte. Vous devez télécharger, on va le voir, vos relevés de notes des études supérieures, votre CV, peut-être des diplômes si vous en avez déjà, avec un certain nombre d'informations purement administratives à remplir. Donc durant vos périodes creuses de révision, c'est-à-dire durant les vacances ou peut-être un week-end, juste après vos partiels où vous n'avez pas la foi de réviser votre test de logique ou votre test d'anglais, profitez-en pour faire cette démarche administrative. Ça prend un certain temps parce que je suppose que vous avez plusieurs candidatures. Donc faites-le le plus tôt possible, au moins vous êtes débarrassé de ça et vous n'êtes pas dans la panique les dernières semaines. Donc faites-le vraiment. Là, décembre, janvier, février, normalement, vous n'êtes pas censé faire cette inscription administrative en last minute. Faites-le vraiment maximum fin février. Comme ça, vous êtes uniquement concentré sur le téléversement de vos tests d'anglais et tests de logique en mars ou en avril. On va passer à la partie frais de scolarité. Les frais de scolarité qui diffèrent selon qu'on est boursier ou non boursier. C'est gratuit pour les boursiers. Tout à fait, les frais d'inscription sont gratuits pour les boursiers. J'ai dit. Et vous avez dit frais de scolarité. Ah non, pardon, je me suis emballé, excusez-moi. Donc, les frais d'inscription au concours sont gratuits pour les boursiers. Ça, c'est un point qui est vraiment très important en termes d'accessibilité du concours. Et pour les non-boursiers, c'est 80 €. On précise bien que c'est 80 € pour les écrits et pour les oraux. Il n'y a pas de supplément. Donc, c'est 80 €. Et quand s'inscrire, on l'a déjà dit, inscrivez-vous le plus tôt possible. Dès que vous savez que vous voulez candidater à TBS, on espère que l'autre vidéo, une des autres vidéos qu'on a tournées aujourd'hui sur le PGE va vous donner envie de vous inscrire au concours. Donc, inscrivez-vous dès que vous êtes sûr de votre choix. Allez, on va à présent passer à la partie suivante, à savoir les statistiques des concours AST1 et 2. Jingle. Alors, Madame Rivière, vous allez nous dévoiler quelques secrets concernant ces concours. La slide va s'afficher. Commençons par le nombre de candidats, donc de postulants au concours AST1 et AST2. Alors, en regardant les éléments chiffrés de l'année dernière, pour le concours AST1, on était autour de 700 candidats. Sur le concours M1, plutôt 1800. Donc ça donne effectivement des éléments de grandeur qui sont assez cohérents par rapport au fait que le nombre de places n'est pas identique dans les deux formats. Exactement, vous voyez en bas de la slide le nombre de places. Pour le concours AST1, donc une intégration en L3, c'est 85 places, donc 700 candidatures, 85 qui vont rentrer au sein de TBS, mais il y en aura plus qui seront admis. On va vous expliquer la différence. Le nombre de places pour les AST2, c'est 280 pour 1800 candidatures. Donc 700 candidats,
1800 pour les AST2. Combien sont admissibles, grosso modo, en ordre de grandeur, en pourcentage? Alors, en pourcentage, on souhaite voir, compte tenu de la diversité des profils d'AST1 et AST2, on souhaite voir un maximum de candidats pour pouvoir faire en sorte que l'entretien soit vraiment, et les épreuves de langue soient vraiment importantes dans le choix. Donc, sur le concours AST1, on est à 65-70% d'admissibles. Un petit peu plus pour les M1, entre 70 et 75%, parce que vraiment on souhaite pouvoir rencontrer les candidats et pouvoir effectivement évaluer à travers l'épreuve ou les épreuves de langue et l'entretien de motivation, finalement ce que ces candidats peuvent apporter et démontrer finalement de leur motivation et de leur projet en venant à l'école. Donc vous l'aurez compris, le but de l'école, c'est de faire venir un maximum de candidats sur place pour que vous ayez la chance de défendre votre candidature. Donc tous ceux qui, entre guillemets, seraient un peu en train de se dire « j'ai un, entre guillemets, test de logique qui est pas top, j'ai un test d'anglais qui est pas top, j'ai des niveaux dans mes bulletins qui sont un peu variables, etc. » L'école va vraiment essayer de laisser la chance à un maximum de gens de venir défendre leur candidature pour justement pouvoir expliquer pourquoi peut-être on a eu un passage à vide pendant tel ou tel semestre, mais qu'on en a profité pour développer telle association, telle entreprise. Donc vraiment, l'oral, c'est une vraie opportunité qui vous est donnée. Donc ne vous censurez pas au moment de candidater parce que vous pouvez avoir une bonne surprise. Et ensuite, au moment de l'oral, tout est rebattu. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous aurez bien sûr la possibilité d'avoir une excellente note parce que vous aurez réussi à expliquer la pertinence de la candidature. Donc une grande majorité d'entre vous va avoir l'occasion de passer ces oraux. Et ensuite, mi-juin, on donne les résultats d'admission, donc admis ou non admis. Ce qu'il est important de dire, c'est que c'est une moyenne aussi bien des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Il n'y a pas une remise à zéro. Ce qui fait par exemple, un score de test de logique un peu moyen peut être compensé par un bon entretien de motivation. Bien sûr. Donc, entre guillemets, épreuve écrite d'admissibilité et épreuve orale d'admission, c'est une moyenne des deux. Et il y a un nombre d'admis qui est supérieur au nombre de places. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? C'est pareil pour toutes les écoles. Non, mais il se trouve que l'année dernière, on a eu, je pense, une période d'oraux et d'accueil qui s'est très bien passée. Et donc, on a finalement, c'est un exercice très délicat finalement de positionner les curseurs en disant, voilà, à quel niveau on va s'arrêter. Donc, on s'était appuyé sur les, j'allais dire, le pourcentage de candidats qu'on admet et qui d'habitude refusent, parce que reconnaissons-le, nous choisissons les candidats, mais les candidats choisissent leur école. Et effectivement, l'année dernière, on a dépassé de façon assez large les chiffres qu'on s'était proposé de remplir. Donc voilà, c'est un art un peu difficile. Il faut positionner un nombre de points. Et puis à partir du moment où on a dit ces candidats sont déclarés admis, si effectivement ils décident de prendre un TBS, ils ne refusent pas. Et donc on s'est retrouvé effectivement dans cette situation et pour les AST1 et pour les AST2. C'est plutôt une bonne nouvelle à gérer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça c'est un point qui est intéressant. Et donc du coup vous aurez compris que ce taux que vous devez analyser, il ne faut surtout pas l'analyser en il y a 700 candidatures et seulement 85 admis, ce qui ferait un taux de sélectivité d'admission de 12, 13, 14%. C'est une erreur statistique ça. Il ne faut pas le faire comme ça, c'est un biais parce qu'en fait ça se fait en deux temps. Et donc du coup il faut plutôt se dire que sur ces 700, il y en a grosso modo 450-500 qui viennent passer leurs oraux. Et ensuite là vous avez l'opportunité de défendre votre candidature. Donc ça c'est vraiment un point très important sur cette partie statistique. On va à présent passer à la partie suivante, à savoir les épreuves d'admissibilité. Jingle. Alors la slide va s'afficher, qui dit épreuve d'admissibilité, quel que soit votre concours, AST1 ou AST2, il y en a 3. Le test de logique, donc tâche 2 pour les AST1, tâche MAJ pour les AST2, coefficient 5, le test d'anglais au choix TOEIC, TOEFL, IELTS ou Cambridge, coefficient 4, et enfin le dossier, coefficient 6. Commençons par le coefficient le plus élevé, coefficient 6, Madame Rivière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le dossier et ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, le dossier essaie de refléter, comme vous le disiez tout à l'heure, les différentes facettes des candidats. Donc, il y a des aspects qui sont liés à leur parcours académique, diplôme et puis 3 derniers bulletins de notes, de façon à avoir des éléments sur leur performance académique. Et puis, il y a aussi évidemment une partie importante sur leur réalisation. Et ça, on le traduit à travers un CV qu'on demande aux candidats
de télécharger en fait, quand ils vont pouvoir alimenter leur dossier et qui sera… alors c'est important de bien le soigner parce que dans notre façon de faire passer les oraux, les présidents et présidentes de jury ont une tablette et effectivement ils vont récupérer les CV qui ont été téléchargés par les candidats sur la tablette au moment où ils feront passer les oraux. Donc voilà, donc soignez-le bien puisque ça va être évidemment un outil d'échange aussi au moment des entretiens oraux. Ce CV, il a un double rôle. C'est à la fois un rôle de sélection dans le cadre de l'épreuve d'admissibilité et à la fois un rôle de support dans le cadre de l'épreuve orale. Tout à fait. Donc c'est très important de bien le soigner. Encore faut-il, est-ce qu'il y a besoin de le préciser? Si on doit donner quelques conseils par rapport au CV, Joachim et moi, vous le savez, on vous prépare depuis de nombreuses années pour ces concours. Faites tenir votre CV sur une page. Essayez d'être le plus synthétique possible, d'utiliser des bullet points par exemple pour décrire les missions de vos différentes expériences. Essayez de bien organiser votre CV en différentes parties, la partie éducation-formation, la partie expérience professionnelle, la partie informatique et langue et enfin la partie qui est souvent négligée, hélas, la partie centre d'intérêt et vie associative. Parce que cette partie base du CV qui est souvent négligée, ça va très généralement être le point de départ de votre entretien de motivation parce que c'est là où on voit la singularité de chaque candidat, ce qui fait que vous êtes unique. Donc dans la partie centre d'intérêt et vie associative, pensez au sport que vous pratiquez, aux associations culturelles dans lesquelles vous êtes peut-être investi, expériences sociales, humanitaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bénévoles, vos lectures, vos voyages. Si vous avez les centres d'intérêt au sens large, oui. La photographie, le dessin, bref, tout ce qui vous caractérise et qui va pouvoir permettre de créer un dialogue avec le jury, soit parce que lui aussi ou elle aussi, elle sera intéressée par le même centre d'intérêt et donc on pourra échanger, soit parce que c'est un centre d'intérêt sur lequel vous pouvez apporter de la valeur ajoutée. Et moi, je rajouterai un autre conseil par rapport à Arnaud, c'est surtout ne négligez pas les expériences qui peuvent paraître un petit peu, entre guillemets, mineures. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent « mais ça, est-ce que je dois le mettre ?» Le fait, par exemple, d'avoir été équipier polyvalent chez McDonald's, pour ne pas le citer, le fait d'avoir été caissier dans une grande enseigne, etc., ça montre quand même de vous une certaine forme de débrouillardise, de maturité, de sens des valeurs, sens de l'argent. Et donc évidemment qu'il faut mettre même entre guillemets les petits jobs et tout le monde n'a pas 2 stages de 6 mois à présenter, donc ne vous en faites pas, au contraire jouez sur vos points forts. Donc ça c'est pour la partie dossier. Et n'oubliez pas qu'un CV c'est aussi bien le fond, vos expériences et vos diplômes et votre parcours que la forme. Donc vraiment relisez-vous bien pour qu'il y ait si possible pas de faute d'orthographe, pas de faute de frappe, que tout soit bien un minimum carré et aligné. On n'est pas obligé de faire un CV de designer, loin de là, il faut simplement que ce soit organisé, propre, parce que c'est tout simplement le reflet de votre personnalité et de votre sérieux. Donc passons au deuxième volet, on va dire le test de logique au sens large. Tâche 2 pour les AST1, la slide va revenir. Tâche 2 pour les AST1, tâche mage pour les AST2. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si jamais vous pouvez nous donner des secrets de fabrication? Et ensuite on verra avec Louis comment ça s'est passé pour Dans lui. les secrets de fabrication, une des questions classiques c'est est-ce qu'il y a un score minimum? Donc la réponse est non, il n'y a pas de score minimum. Pas de score minimum. Après, dans les secrets de fabrique, on demande très souvent aussi quelles sont les moyennes. Donc là, je peux donner quelques éléments sur les moyennes des admissibles de l'année dernière. Donc si on est effectivement sur la ST1, donc sur les tâches 2, le score moyen était à peu près de 95 l'année dernière. Sur 210, pour ceux qui nous regardent. Et pour les AST2, le score moyen était à 250 environ. Sur 600, toujours pour ceux qui nous regardent. Mais donc là encore, l'important, c'est pas de minimum, puisque les différents morceaux à la fois du dossier et des différents éléments de l'admissibilité vont être pris en compte pour finalement calculer une moyenne. C'est très important de comprendre que c'est une moyenne. Ça veut dire que si la moyenne c'est 95 sur 210 pour le tâche 2, ça veut dire qu'il y en a peut-être qui ont eu 110, 115, 120, 130, pourquoi pas. Mais ça veut aussi dire qu'il y en a qui ont eu 85, 80, 70. Donc ne vous auto-jugez pas, envoyez votre dossier. Et le jury, il a un œil expert que vous n'avez pas. Il est capable de comparer les dossiers. Et lui, le jury, il saura dire si vous devez venir passer votre oral ou pas. Ne vous auto-jugez pas. On est toujours très dur envers soi-même. Et donc, osez candidater. On parlait en off avec Louis tout à l'heure qui nous disait moi, mes scores, je ne les sentais pas forcément au top. Toi, tu étais en AST 2. C'est ça, oui. Donc, peut-être que si tu t'étais écouté, peut-être que tu n'aurais peut-être même pas osé candidater. Et en fait, tu te rends compte que tu étais largement dans les moyennes qui était indiqué. Tu peux nous dire un petit peu combien tu as eu en tâche mage et ensuite ça nous fera la transition avec le test d'anglais. Alors personnellement, pour la note que j'ai obtenue au tâche mage, donc celle que j'ai utilisée pour postuler au concours, j'ai eu 277, donc sur 600.
Très bien, 277 sur 600. Tu me disais aussi en off que tu l'avais passé une fois. C'est ça. Peut-être un conseil qu'on peut donner aux étudiants qui nous regardent, c'est de s'y prendre vraiment à l'avance et vraiment de passer 2 fois parce que vous pouvez transmettre à l'école le meilleur des scores obtenus. Donc ça, c'est vraiment très important. Et au niveau du test d'anglais, tu avais choisi quel test et tu as obtenu quel score? Alors personnellement, j'avais préparé le TOEIC et du coup, j'ai obtenu un score de 910 points. Sur 990. Sur 990, c'est ça. Sachant que tu n'étais pas bilingue de base, on rassure tout le monde. Non, je l'ai passé plusieurs fois pour obtenir le meilleur score et ça a payé. Tu te souviens à combien tu avais commencé? 635. Ah bah voilà, bon message d'espoir. 635 en score de départ. Nous, on a des dizaines d'étudiants chaque année qui nous disent « mais j'y arriverai pas, je suis pas bilingue, je peux pas atteindre la barre symbolique des 900 ». Donc évidemment, on n'est pas obligé d'avoir 900 pour être admissible, mais en tout cas, vous avez un bon exemple avec Louis du fait que c'est un test travaillable. Et la petite différence avec le test de logique, c'est que le TOEIC, il est passable en illimité. Donc vous pouvez ne pas hésiter à le passer 3 fois pour vraiment maximiser votre score en travaillant bien. Si Madame Rivière, on vous demande le même type de travail que ce que vous avez fait sur le Tâche 2. Pas de score minimum non plus, mais pour le TOEIC, donc l'année dernière, la moyenne pour la ST1 c'était 780 et la moyenne pour les AST2 c'était 850. Toujours sur 990. Donc vous voyez selon votre niveau de maturité aussi, bien sûr si vous êtes en L3, si vous candidatez à un niveau L3 ou si vous candidatez à un niveau M1, vous n'avez pas forcément le même niveau de maturité, vous n'avez peut-être pas forcément autant pratiqué l'anglais et donc c'est normal qu'il y ait un petit gap de score à ce niveau-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous auriez des scores inférieurs à la moyenne en Tâche 2 ou Tâche Mage ou inférieurs à la moyenne qu'on a donnée en TOEIC qu'il faudrait s'auto-censurer. Vous avez peut-être de l'association, de l'humanitaire, du professionnel, du travail de groupe, de l'international, peut-être à mettre en face, toujours dans un jeu de vase communicant. Donc c'est très important de laisser le jury faire son travail et de ne pas le faire à sa place. Et puis de toute façon, ensuite, vous avez les épreuves orales. Donc si jamais vous êtes légèrement en dessous de la moyenne, tentez votre chance et c'est l'école qui vous met un stop ou pas. Mais comme l'a dit Madame Rivière, les 3/4 vont vous donner la chance d'aller aux oraux parce qu'ils estiment que même si vos scores sont peut-être un peu inférieurs à la moyenne, vous avez du potentiel, il y a des choses intéressantes dans votre dossier. Donc ils veulent vous écouter et ils veulent voir quel est votre projet professionnel, quelle est votre personnalité, en quoi vous matchez avec TBS Éducation. Donc vraiment, tentez, c'est gratuit pour les boursiers et 80 € pour les non-boursiers. Il faut vraiment être dans l'optique de ne pas avoir de regrets en fin de saison de concours. Tentez, allez aux oraux et défendez votre candidature jusqu'au bout. Peut-être un dernier point avant de passer à la slide suivante. Il y a 4 tests d'anglais qui sont autorisés. Peut-être que la slide va revenir. Et sur ces 4 tests d'anglais, il n'y a pas de test préférentiel. On part toujours du TOEIC parce que c'est le test passé par c'est le plus fréquent, 90% des candidats, quelque chose comme ça. Donc c'est le moins cher. C'est celui qui est le plus tourné sur la partie business des sujets. Et donc on n'a pas de sujet philosophique un peu plus difficile à comprendre. Et surtout, il n'y a ni expression écrite, ni expression orale dans le TOEIC, ce qui fait que c'est un test qui est relativement travaillable. Donc on parle toujours du TOEIC, mais si vous avez un score de TOEFL ou d'IELTS ou de Cambridge, il n'y a aucune préférence, c'est simplement par habitude, puisque 90% des étudiants passent ce test. Et puis le test de logique, que ce soit le Tâche 2 AST1 ou Tâche Mage AST2, soit vous pouvez le passer avec TBS, il y avait les dates des sessions juste auparavant, donc sur votre espace candidat, une fois que vous êtes inscrit sur tbseducation.com, vous pouvez du coup choisir l'une de ces 2 sessions, ou alors vous pouvez le choisir de le passer hors concours via l'organisateur de ces tests qui s'appelle la FNEJ. Donc vous allez sur tâchemage.fr ou tâche2.fr, vous réservez une autre session que celle organisée par TBS et vous aurez votre score 10 jours après et vous aurez simplement à transférer ce score. Donc c'est un PDF, c'est une attestation de score, tout comme le test d'anglais. Vous aurez simplement à le téléverser, donc à le transférer sur votre espace candidat. Donc voilà, au choix, soit via TBS Éducation, soit via la FNEJ, vous pouvez passer les sessions de Tâche 2 et de Tâche Mage. Et regardez les calendriers sur les sites parce qu'il n'y en a pas chaque semaine, donc il faut un peu prévoir quelques semaines à l'avance la date de votre passage. Parfois, il faut un peu de mobilité géographique aussi. Oui, tout à fait. Selon la région dans laquelle vous habitez. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant en fait. De test, et donc allez dès maintenant vous renseigner et booker votre session. Encore une fois, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc si jamais mon dossier a été jugé concluant sur la partie admissibilité, dans ces cas-là, je vais être convoqué pour la phase orale, donc on appelle aussi les épreuves d'admission qu'on va présenter tout de suite, juste après le jingle. Alors les épreuves d'admission, on va les présenter AST1 et AST2. On va commencer par les AST1. Il y a 3 épreuves pour les AST1. Il y a une épreuve qu'on appelle entretien individuel, que les étudiants appellent souvent entretien de motivation ou entretien de personnalité. Donc pour que vous compreniez de quoi il s'agit, coefficient 9. Un entretien en LV1 anglais
coefficient 4. Et attention pour les AST1, un entretien en LV2, coefficient 2. On vous redonnera tout à l'heure la liste des langues éligibles. On peut peut-être déjà la donner. Vas-y, alors si tu veux la donner tout de suite. Allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, chinois et russe. Très bien, bravo Arnaud. Pour cette synthèse très claire. J'ai bossé le donc dossier. vous avez la liste des langues disponibles qui est sur le site, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous préparer dès maintenant. Si vous savez que vous avez une candidature potentielle en vue pour TBS Éducation, c'est pas entre l'admissibilité et l'admission que vous allez vous remettre sur vos fiches d'espagnol. Donc faites-le dès maintenant, un petit peu tous les jours. Mais juste par rapport à votre LV2, il ne faut pas vous mettre une pression, hein. Pour ceux qui vont prendre des points, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les points au-dessus de 10, tant mieux, ce sont des points bonus. Pour ceux qui ne sont pas vraiment super à l'aise sur leur LV2, soyez plutôt dans l'optique de limiter la casse. Et comme vous le voyez, les chiffres à côté des épreuves, ce sont les coefficients. Donc le plus gros coefficient, et il faut marquer absolument des points, c'est l'entretien de motivation. L'anglais également. La LV2, c'est vraiment entre guillemets à la marche. Donc il ne faut absolument pas se dire « Oh là là, il y a une LV2, je ne candidate pas ». Ça, c'est vraiment une erreur basique d'énormément de candidats. Candidater, si vous êtes admissible, vous relancerez un peu votre niveau, vous travaillerez un petit peu avec un Becherel, vous préparez des formules types pour au moins limiter la casse pour la LV2, ce qui ne vous pénalisera absolument pas pour vos chances d'admission. On va passer aux AST2 et après on vous demandera de détailler un petit peu chacune des épreuves. Les AST2, eux, donc qui rentrent en Master 1, n'ont pas cette épreuve de LV2. Ils ont un entretien individuel coefficient 10 et un entretien d'anglais coefficient 5. Est-ce que d'abord on peut commencer par les épreuves qui concernent tout le monde? Donc d'abord l'entretien individuel, que ce soit pour les AST1 ou pour les AST2. Qu'est-ce que vous attendez des candidats dans le cadre de cet entretien et quelle forme est-ce qu'il prend? Alors, ce qu'on attend des candidats dans les entretiens individuels, c'est qu'ils nous montrent à la fois qui ils sont et finalement les projets qu'ils vont porter, qu'est-ce qu'ils vont être en capacité d'apporter d'une part à l'école et puis ensuite dans les organisations dans lesquelles ils vont travailler. Alors, il me semble qu'une des forces de notre programme, c'est on ne cherche pas des candidats formatés. On a évidemment une diversité de parcours à proposer aux étudiants, donc on cherche aussi une diversité de profils. Bien sûr, dans les conseils, finalement, même si la grille qui sert de support au jury à évaluer ces entretiens n'est pas de l'ordre d'un cochage de cases, évidemment, les attentes que nous avons sont cohérentes par rapport à nos valeurs. Donc si on dit qu'effectivement on souhaite former des managers responsables, bien entendu, on va chercher à savoir dans quelle mesure les candidats sont sensibles à des sujets liés, je ne sais pas, à la soutenabilité ou à l'ouverture sociale ou à la diversité. Si on dit qu'on souhaite former des managers qui savent travailler en équipe et produire de l'intelligence collective, on va bien sûr probablement aller les interroger sur ce qu'ils ont concrètement réalisé. Et c'était important tout à l'heure de parler comme vous le faisiez, des projets associatifs ou des expériences professionnelles. Ça fait partie des éléments sur lesquels on va chercher à comprendre factuellement, finalement, là aussi, dans les conseils, il faut finalement que les candidats se projettent en disant voilà, quels sont les éléments factuels que je vais pouvoir fournir au jury quand je vais dire, si vous dites je suis audacieux, évidemment la question suivante du jury qui est bienveillant, ça va être ok, donnez-moi un exemple concret qui me permet de montrer pourquoi. Donc voilà, il faut vraiment se préparer à ces entretiens. À la fois en allant regarder évidemment sur le site un petit peu ce que l'école dit d'elle-même, puisque finalement les grandes valeurs, on va les retrouver dans l'entretien. Montrer aussi qu'on a un peu d'intérêt pour les spécialisations et les parcours, sans être non plus dans une connaissance encyclopédique. Et puis effectivement, se préparer à pouvoir démontrer un peu factuellement les éléments de son expérience qui vont permettre aux membres du jury de mieux vous connaître. Très clair, avec aussi un niveau d'attente qui peut être un tout petit peu différent entre les AST1 et les AST2 concernant le projet professionnel. Les AST2 sont censés avoir un projet un peu plus mûri. Pour les AST1, il faut quand même essayer de réfléchir à une orientation parce qu'il faut quand même justifier une bifurcation en école de commerce et donc il faut être capable de donner une orientation. Je vous invite à aller consulter la vidéo qu'on a tournée sur le programme Grande École de TBS Éducation pour vous familiariser avec les éléments dans la plaquette qui vous correspondent. Vous n'êtes pas là pour ressortir une plaquette par cœur, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. En revanche, vous êtes là pour dire voilà, j'ai vu ce que vous proposiez et moi ce qui me correspond en particulier c'est tel double diplôme, tel échange, telle association et donc c'est vraiment de montrer à la fois que vous avez des choses à raconter, mais à la fois que vous vous êtes renseigné sur l'école pour illustrer votre motivation. Est-ce que Louis, sur cette partie entretien individuel, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce que le jury a été bienveillant? Est-ce que ça s'est bien passé? Si tu es là, c'est que oui. Est-ce qu'il y a une question qui t'a marqué en particulier?
Alors, au-delà du cadre et d'un certain sérieux que le jury attend de nous, il cherche vraiment à nous connaître et à en apprendre plus sur nous. Par exemple, moi, je me suis réorienté après une 3e année de licence en école d'ingénieur. J'ai décidé de rejoindre TBS. Et donc, la question qui m'a été posée, c'est pourquoi ce choix? Entre-temps, j'avais réalisé une année d'expérience professionnelle au sein d'une entreprise. Et donc, le jury a cherché à comprendre qu'est-ce que cela avait pu m'apporter et dans quelle mesure cette réorientation correspondait à l'école. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a simplement un jury qui creuse pour voir s'il y a un match entre vous et l'école entre l'école et vous, c'est dans les deux sens. C'est aussi l'école qui a envie d'avoir des étudiants, entre guillemets, qui partagent des valeurs communes avec elle. Oui, et par rapport à votre préparation en amont pour cet entretien de motivation, comme l'a dit Madame Rivière, prenez votre CV et pour chacune de vos expériences, qu'elles soient professionnelles, associatives, humanitaires, sociales, culturelles, à l'international, personnelles, essayez d'y rattacher une qualité humaine, la générosité, l'écoute, l'empathie et une compétence professionnelle. L'organisation, le management, l'anticipation, la gestion d'un budget, ce qui va vous permettre de bien mettre en avant vos qualités et d'illustrer à chaque fois cela par un exemple concret. Donc faites cet exercice en amont, ça vous aidera beaucoup. Et comme on l'a dit tout à l'heure pour les expériences professionnelles, c'est exactement la même chose. Pour les expériences associatives, on ne l'avait pas dit, mais n'hésitez pas à mettre tout ce qui vous met en avant et tout ce qui vous met en valeur. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de la compétition dans le sport que vous n'avez pas le droit de mettre le sport et ainsi de suite. Donc mettez vraiment tout ce qui vous différencie des autres. Ça, tu veux rajouter quelque chose? Non. Ça, c'est pour la partie entretien personnel. Ensuite, on a le deuxième pan qui est commun à tous, c'est l'entretien LV1 anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme il prend? Est-ce que c'est la même forme pour les AST1 et AST2? Oui, là, il n'y a pas beaucoup de différenciation. C'est vrai que la différenciation principale, c'est le fait qu'on demande effectivement une LV2 ou L3. Okay. Parce que pendant l'année, ceux qui nous rejoignent en L3, parce que pendant l'année de L3, il y aura l'anglais et une autre langue. Alors, parlons d'abord de l'entretien d'anglais. Il y a un peu un double objectif. Il y a un objectif, j'allais dire, d'arriver à évaluer un certain niveau de langue, mais aussi une capacité finalement à pouvoir échanger sur des sujets. C'est pas un exercice totalement scolaire, donc il y a aussi effectivement cet aspect qui ressemble plus à un entretien individuel, de pouvoir aussi échanger avec la personne du jury qui fait cet entretien de langue sur des sujets un peu plus généraux. Enfin, je ne sais pas vous sur quel sujet on a pu vous. Est-ce que c'était très focalisé ou est-ce que c'était plus large? Là aussi, il y a une part de personnalité des examinateurs. Alors moi qui ne suis pas très bon en anglais, je l'avais assez bien vécu. On avait une question qui était est-il mieux de faire une carrière dans une seule et même voie ou alors de diversifier sa carrière? Ça donne l'opportunité à la fois de montrer son niveau d'anglais et en même temps de montrer à quel point on peut réfléchir sur un sujet. Tu avais eu un temps de préparation par rapport à cette question posée ou tu as dû la traiter directement? Le temps de préparation était libre en amont de C'était avant, en fait, que tu avais choisi cette question à traiter. Voilà, on avait le choix entre plusieurs questions. Voilà, tu avais une liste de questions, toi tu as choisi celle-là. Et évidemment, dans le choix de la question, c'est important de prendre une question qui vous met en avant. Peut-être que Louis, il a pris cette question plusieurs projets ou un seul projet, parce que pour lui, c'était peut-être une perche pour parler de sa réorientation en école d'ingénieur et de son année de césure. Peut-être que pour un autre, ce sera plutôt un thème développement durable qui va permettre de faire une perche plus simple. Peut-être que pour l'autre, ce sera l'international. Peut-être que pour un autre, ce sera le sport. Donc le fait que vous ayez le choix dans les sujets, ça vous permet vraiment de vous mettre en avant. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ne vous dites pas, je vais choisir le sujet dur pour montrer que. Au contraire, mettez-vous dans du confort. Et l'important, c'est absolument pas d'être bilingue. L'important, c'est d'échanger, de parler le plus possible. Même si vous faites des fautes de grammaire ou de temps en temps, vous n'avez pas un mot de vocabulaire, vous faites une périphrase en anglais, donc vous donnez un peu la définition du mot pour contourner ce mot que vous n'avez pas. C'est pas grave. L'important, c'est l'échange afin qu'il n'y ait pas de blanc, donc pas de moment de malaise. Mais sinon, les jurés savent parfaitement que vous n'êtes pas des bilingues ni des natifs anglophones. L'important, c'est de parler, d'échanger, même si vous faites des erreurs. C'est pas très grave, ils vous en voudront pas. Terminons cette présentation des épreuves d'admission par l'épreuve de LV2. On le rappelle qu'il ne concerne que les AST1, c'est-à-dire ceux qui rentrent à Bac+3, c'est-à-dire ceux qui nous regardent et qui sont actuellement à Bac+2. C'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Et du coup, qui vont devoir passer une LV2 au choix parmi les langues indiquées par Arnaud. Est-ce que vous pouvez, pareil, nous dire comment le mode opératoire est strictement le même. Donc, 100% identique.
Simplement, la effectivement, LV1. ça va être en espagnol ou en allemand. Et ou en alors, italien. quand est-ce que je dois faire mon choix? Peut-être que c'est une question très concrète, mais quand est-ce que je choisis la LV2 que je passe? Au moment de l'inscription, en fait. D'accord, au moment de l'inscription. Voilà. Donc ne tergiversez pas trop. Pour ceux qui parlent plusieurs langues, tant mieux pour vous, c'est un bon problème. Mais en tout cas, pour les autres, si vous savez que par exemple au lycée vous avez fait de l'espagnol ou de l'allemand, ça doit être le cas de 90% d'entre vous, remettez-vous d'ores et déjà à l'espagnol ou à l'allemand. C'est pas quand vous êtes déclaré admissible, c'est pas à ce moment-là que vous allez vous remettre à en refaire parce que du coup il y a une certaine pratique qu'il faut refaire. Ça peut être, quand je dis remettez-vous à la langue, ça peut être light, ça peut être de se faire des séries sous-titrées dans la langue, etc. pour se refamiliariser avec un peu d'écoute avant de rentrer dans une phase un peu plus bécherelle comme a dit Arnaud pour revoir de la grammaire. Donc ne vous voyez pas ça comme un stress. Et tout à l'heure vous aviez commencé à nous expliquer rapidement la pertinence de faire une LV2 pour les AST1. Oui, pardon, c'est parce qu'effectivement dans les cours du programme Grande École, en L3, les étudiants vont avoir effectivement des cours de langue vivante, donc de 2 langues vivantes. Donc, très clair. Effectivement, l'intégration de cette obligation dès l'entrée, puisque ça va correspondre aux enseignements. Il y a les fondamentaux du management et puis il y a les langues, évidemment, sur cette année de L3. Très clair. Donc c'est extrêmement clair et petite précision, les jurés ici à TBS Éducation sont extrêmement bienveillants, ils ne sont absolument pas là pour vous coincer, ils sont là vraiment pour faire connaissance avec vous, votre parcours, votre personnalité, donc n'hésitez pas à partager le maximum d'expérience. On va passer à la rubrique suivante avec le jingle Contact. Alors si jamais vous avez toujours des questions concernant votre candidature, concernant les différents programmes de TBS Éducation et que vous n'avez pas trouvé l'information ni sur nos autres vidéos de Monsieur École de Commerce, ni sur le site officiel de l'école, ni sur la brochure, ni en nous posant votre question en MP ou en DM, dans ce cas-là, vous avez en dernier recours la possibilité d'écrire un mail tout simplement au concours. Donc vous voyez concours.pge@tbs-education.fr où vous avez un numéro de téléphone, c'est encore plus simple et direct, 05 61 29 49 98. Donc n'hésitez pas, ils sont 100% disponibles pour vous accompagner dans le cadre de votre candidature. Allez, on passe à la dernière partie de cette vidéo avec le jingle suivant. Avec Arnaud, on a décidé d'illustrer les 5 raisons de candidater. Maintenant que vous avez compris comment on candidate, ça nous fait un peu le teaser sur la vidéo que vous allez voir ensuite qui présente le PGE sur lequel TBS Éducation se dévoile sous toutes les coutures académiques internationales. Donc la première raison de candidater, c'est les points forts de TBS. On les a tous détaillés dans cette vidéo, académique, international, professionnel, associatif, les campus, les doubles diplômes, 100% de double diplôme et bref, ce n'est pas le lieu de le faire ici. En tout cas, allez voir sur notre chaîne toutes les vidéos consacrées à TBS Éducation, à la fois la partie PGE et à la fois la partie secteur d'activité. Oui, et n'hésitez pas à prendre bien entendu des notes lors du visionnage de cette vidéo parce que c'est tout simplement votre préparation à l'entretien de motivation. Prenez les éléments qui correspondent à votre projet professionnel, prenez les éléments qui vous ont plu et qui correspondent à votre personnalité ou à vos envies ou à vos ambitions, ce qui permettra de constituer votre discours devant les jurys pour vos oraux. Vas-y. Point numéro 2, une préparation identique au concours des écoles du top 6. Concrètement, candidater à TBS Éducation, ce n'est aucune préparation supplémentaire par rapport au concours des écoles du top 6. C'est un test de logique, un test d'anglais et le dossier, il n'y a rien de plus, rien de moins par rapport à celles et ceux ou vous-même qui allez candidater au top 6. Troisième raison, il y a de nombreuses places qui sont ouvertes, donc n'hésitez pas à candidater. Et je dirais même en plus des places quantitatives, il y a le fait que TBS Éducation vous laisse l'opportunité de venir défendre à l'oral votre profil. Donc ne vous censurez pas, ne vous dites pas mes notes ne sont pas suffisantes donc je m'auto-censure. Laissez le jury évaluer votre dossier et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise pour venir ensuite défendre à l'oral votre candidature. Quatrième raison de candidater au concours AST, le fait que ce soit accessible pour tous les étudiants. On l'a dit, lorsque vous êtes boursier, quel que soit l'échelon, les frais d'inscription à ces concours sont gratuits. Si vous êtes non boursier, les frais d'inscription sont de 80 €, ce qui est extrêmement minime par rapport au retour sur investissement et à vos chances d'admission. Et enfin, on l'a déjà dit, mais on le redit, venez passer vos euros sur place. Ça vous permettra de voir par vous-même l'accueil et le séjour à TBS. Et le rooftop. Le rooftop, des associations. le beau temps, bref, ça donne vraiment envie de rester. Donc du coup, venez passer vos euros et ensuite vous pourrez vous faire une idée plus précise. Et c'est souvent en venant sur place qu'on se fait un avis un peu plus précis. Et ça me fait la transition, on va vous demander un exercice tous les deux relativement difficile, l'exercice du mot de la fin. Et Louis, ça nous fait la transition parfaite parce que toi, tu es le futur responsable
des admisseurs, ça veut dire ceux qui vont s'occuper de vous recevoir au moment de vos oraux. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce moment de l'accueil admissible en particulier et plus généralement aux candidats qui nous regardent pour leur donner envie de passer leurs oraux? Comme vous l'avez dit précédemment, passer votre oral à TBS, ça vous laisse la chance de défendre votre candidature et on vous promet de vous réserver un accueil d'enfer. Super, ça donne envie. Madame Rivière, on vous donne la même consigne. 30 secondes de mot de la fin pour donner envie aux candidats de venir passer les concours. Bien, donc j'espère que vous viendrez à Toulouse nombreux. Comme ça, dès le matin, j'aurai le plaisir de vous accueillir, parce que les admisseurs accueillent, mais j'accueille aussi en amphi tous les candidats. Et c'est vraiment un exercice très stimulant et un temps fort important. L'école a beaucoup de force, une expérience étudiante, je pense vraiment, qui permet à chacun de trouver sa voie, de s'épanouir, une ambiance très bienveillante. Donc, venez effectivement cliquer sur l'inscription et aller jusqu'au bout, parce que je pense que le voyage, si voyage il y a, vaut vraiment la peine d'être vécu. Et donc à très bientôt à Toulouse. Merci Louis, merci Madame Rivière de la clarté de vos explications à tous les deux. Pour les autres, on vous invite à aller voir nos autres vidéos consacrées aux autres pans de TBS Éducation, le PGE et les secteurs d'activité. N'hésitez pas à aller vous renseigner un maximum en vue de préparer vos oraux. Salut à tous. Salut à tous.